Il y a 56 ans, au Nigeria, des généraux de la tribu Igbo vivant dans la région du sud-est du pays déclaraient l'indépendance de la République du Biafra. 1 à 2 millions de morts, des images atroces d'enfants squelettiques au ventre ballonné qui secouent les esprits, des French doctors hagards qui opèrent jour et nuit dans des conditions si épouvantables qu'ils décideront de lancer Médecins sans frontières, révolutionnant le monde de l'humanitaire. Mais derrière la guerre des Noirs se trouvent des mercenaires blancs, des services secrets, des armes livrées de nuit grâce à un pont aérien organisé depuis l'Élysée. Durant 2 ans et demi, de mai 1967 à janvier 1970, la guerre du Biafra va bouleverser les consciences, mais bien peu savent à quel point la France va aider la sécession biafraise. Elle n'est pas seule, certes, mais elle va déverser sur le champ de bataille des milliers de tonnes d'armes qui auront pour effet de faire durer la guerre, retardant la défaite biafraise sans jamais être en mesure de changer le cours du conflit. La province de l'Est du Nigeria est la plus riche du pays. La majorité de sa population de 13 millions d'habitants appartient à l'ethnie Igbo, principalement chrétienne. Elle est riche, les jeunes éduqués trustent les postes dans l'administration et l'armée au détriment des musulmans du Nord. Les causes de la sécession sont liées à une crise profonde. Le 15 janvier 1966, des officiers Igbo fomentent un putsch et un général Igbo du nom de Aguiyi Ironsi prend le pouvoir à Lagos. Le 24 mai, il met fin au fédéralisme et renforce la domination de la capitale, mais se révèle incapable de maîtriser les tensions qui s'exacerbent dans une population composée de 250 ethnies. Une rébellion anti-Igbo éclate dans le nord du pays, déclenchant un exode massif vers la province de l'Est. Les massacres provoquent plus de 30 000 morts jusqu'en octobre. Ironsi est assassiné le 29 juillet 1966. Le général Yakubu Gowon prend le pouvoir. Il procède à une refonte des structures administratives du pays à laquelle les Igbo s'opposent, notamment parce qu'ils y perdent leur principale richesse, le pétrole, dont la province de l'Est recèle sur son territoire les réserves nationales, essentiellement exploitées par les compagnies Shell et British Petroleum. Le 30 mai 1967, la province orientale du Nigeria fait sécession sous la direction du colonel Odumegu Ojukwu et prend le nom de Biafra. Aussitôt, le pouvoir central entreprend la reconquête de la province dissidente. Les deux camps sollicitent alors l'aide de la France, entre autres pour obtenir des armes. Le général de Gaulle, circonspect, décide officiellement un embargo aux deux parties. Mais bien que la France penche pour le Biafra, rien n'est simple. Le gouvernement nigérian avait commandé 40 automitrailleuses à Paris qui commenceront à être livrées en juin 1967 après la sécession du Biafra. De fait, l'aide humanitaire annoncée par Paris au Biafra servira surtout de couverture pour acheminer les armes. Le bureau parisien d'Ojukwu, le Biafra Historical Research Center, a de bons relais à Paris. Bob Denard et Roger Folkes, ex-colonel pendant la guerre d'Algérie et ancien membre du 11e choc. Ils recrutent sans difficulté des mercenaires en France, dont Rolf Teiner, un légionnaire allemand ancien de l'organisation de l'armée secrète qui commandera au Biafra la 4e brigade commando dite Légion Noire, et Gildas Leberrier, ancien parachutiste en Indochine et en Algérie. Et le bureau sert de pivot pour acheter des armes sur le marché gris sans être inquiété. Plusieurs chefs d'État africains, dont le Gabonais Omar Bongo et l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, soutenus et financés en sous-main par l'Afrique du Sud et la Rhodésie, entendent profiter de la sécession biafraise pour réduire l'influence du Nigeria anglophone dans cette partie de l'Afrique. Paris va dans le même sens. La France garde en effet un œil plus que vigilant sur ce qui se passe aux frontières de sa zone d'influence et se montre particulièrement attentive au début des années 1960 aux évolutions du Nigeria, gigantesque pays d'Afrique, plus peuplé avec ses 40 millions d'habitants que l'ensemble des États africains francophones nouvellement indépendants. C'est au point que De Gaulle pourra dire à son fidèle Jacques Foccart en 1967, alors que l'éclatement de la fédération nigériane se profile, qu'il en souhaite le morcellement. Ce pays est trop grand, trop robuste dans l'orbite de son ancienne puissance coloniale britannique et se pose en concurrent politique de ses voisins francophones. Au grand déplaisir de l'Afrique blanche anticommuniste, le général Gowon ne fait en outre pas mystère de son rapprochement avec l'URSS qui lui fournit des armes en abondance. En plus, le Nigeria a provoqué De Gaulle. Le 27 décembre 1960, la France procède à son 3e tir nucléaire Gerboise Rouge à Regan au Sahara. Deux pays africains vont protester de façon particulièrement vive, le Maroc, voisin du site, et le Nigeria. Quelques jours après ce tir
Lagos expulse même l'ambassadeur de France, Raymond Offroy, en signe de protestation et interdit aux avions et aux navires français de toucher son sol. Ministre des Armées à cette époque, Pierre Messmer n'a toujours pas décoléré 45 ans plus tard et revendique l'aide de la France aux sécessionnistes biafrais. Je ne pardonnais pas au Nigeria son attitude après nos tirs nucléaires à Reagan. Ça permettait de lui faire payer. Il avait été à la fois provoquant et ridicule. Provoquant en essayant de soulever les gouvernements africains contre des tirs nucléaires français et ridicule en disant « Nous, Nigeria, nous aurons la bombe atomique. Ce sont des grotesques, je ne leur ai pas pardonné. » Il faut plus de 5 ans pour que les relations reprennent, notamment pour permettre des conditions normales d'exploitation du pétrole anglais par la filiale locale de l'ERAP, la SAFRAP. En 1964, elle a acquis des permis de recherche de 3000 km² en terre Igbo. 3 ans plus tard, juste avant la sécession, elle a décuplé cette surface. Le Nigeria promet de devenir une zone de production de choix pour les intérêts français. En 1963, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage avait dépêché à Abidjan un nouveau chef de poste, le lieutenant-colonel Raymond Bichelot, ancien sympathisant de l'OAS, qui avait besoin de passer quelque temps au vert. Sa mission prioritaire, suivre les affaires nigérianes. Il sera par la suite un élément clé dans le dispositif d'aide au Biafra. Il convient de relativiser la théorie selon laquelle, dans l'affaire du Biafra, De Gaulle se serait fait quelque peu forcer la main par Jacques Foccart, lui-même manipulé par son collaborateur Jean Morichaud-Beaupré, plus enclin encore que d'autres à voir la France rebattre militairement les cartes africaines par chef de guerre sécessionniste interposé. Cette analyse ne paraît guère pertinente pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si Jacques Foccart agissait au nom du général de Gaulle, en comprenant parfois ses instructions de manière extensive, pour peu que cela l'arrange, il n'aurait en aucune manière été en mesure de monter une opération aussi importante durant 2 ans et demi, nécessitant de tels moyens financiers et logistiques, sans avoir bénéficié du plein appui du président de la République. C'est d'autant plus vrai que le gouvernement français se montrait très divisé sur la question biafraise. Pierre Messmer, on le verra, a ouvert les entrepôts de matériel de l'armée française sans réticence, même s'il ne croyait pas à la réussite de la rébellion biafraise. Mais un autre membre important du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, Maurice Couvre de Meurville, était totalement opposé à cette opération que les diplomates dans leur majorité jugeaient sévèrement. Il savait ce que le soutien au régime biafrais coûtait en termes de positionnement international, dès lors que seuls 4 pays, la Tanzanie, la Zambie, le Gabon et la Côte d'Ivoire, avaient reconnu dans les formes diplomatiques l'indépendance de la province. Michel Debré, qui a remplacé Couvre aux affaires étrangères le 30 mai 1968, n'est pas davantage convaincu. Il mesure en janvier 1969 le fossé qui sépare la France du reste de la communauté internationale. Il n'y a pas présentement ni en Afrique ni en dehors de l'Afrique de majorité susceptible de comprendre la profonde valeur de la politique du général de Gaulle. Nous ne pouvons seuls imposer notre volonté. En mars 1969, de Gaulle décide brièvement d'interrompre son aide militaire au Biafra. Il s'agit de contraindre le très obstiné Ojukwu à accepter d'œuvrer sérieusement à une solution politique négociée du conflit. Peine perdue. Le colonel ne veut rien entendre et les livraisons d'armes reprennent. Il y eut donc des débats internes, des réunions parfois houleuses, maintes demandes d'interruption de l'opération dont Jacques Foccart sortait toujours vainqueur avec l'approbation du général. Comment pourrait-il en être autrement quand ce dernier lançait à son conseiller en décembre 1968 « Vous n'avez pas d'opinion personnelle à avoir dans toutes ces manières. Votre opinion personnelle, pour tout le monde, c'est l'opinion du général de Gaulle. » À partir de 1967, il faudra plusieurs mois pour que la France mette en place une opération alambiquée pour venir en aide au Biafra, mise au point par Jacques Foccart et surtout par Jean Morichaud-Beaupré, lequel s'était déjà montré très actif les années précédentes lors de la sécession katangaise. Officiellement cette fois, Paris ne consent à fournir qu'une aide humanitaire au Biafra. Se refusant à reconnaître le gouvernement du colonel Ojukwu, De Gaulle affirme cependant le droit de la province sécessionniste à l'autodétermination le 31 juillet 1968. À cette époque, la guerre du Biafra bat son plein et les indépendantistes résistent difficilement aux offensives du gouvernement fédéral. L'aide militaire secrète, d'abord modeste, démarre dès le 8 novembre 1967 lorsqu'un DC-6 affrété par la France atterrit à Libreville au Gabon. À son bord, 8 tonnes d'armes et de munitions, dont d'antiques fusils Mauser de fabrication allemande qui ont l'avantage de n'avoir aucun secret pour les Biafrais. C'est plusieurs mois plus tard que l'aide militaire
militaire français sera considérablement intensifiée à partir de l'été 1968. Des quantités d'armements seront livrées à Libreville à destination officielle du Gabon et de la Côte d'Ivoire, mais prendront en réalité le chemin du Biafra. Le 11 décembre 1968, Charles de Gaulle, qui refuse que quelque décision qu'il ait prise sur le Biafra fasse l'objet de correspondances ou de notes écrites, interroge son monsieur Afrique Jacques Foccart. Il veut savoir si ses ordres ont été suivis. Les armes que j'ai données sont-elles arrivées? Mon général, je vous rappelle que vous n'avez pas donné d'armes au Biafra. Vous avez reconstitué les stocks d'Houphouët. Oui, mais enfin, est-ce que cela est arrivé? Sur place, un membre de l'équipe de Foccart qui fait de réguliers allers-retours Libreville-Paris depuis plusieurs mois, Philippe Letteron, s'installe durablement le 20 septembre 1968, le même jour que Pierre Débizet, un autre proche de Jacques Foccart, côté SAC cette fois-ci, affecté à l'ambassade de France comme conseiller technique de l'ambassadeur Maurice Delaunay, qui chapeaute l'ensemble de l'opération tout en assurant le contact avec Omar Bongo. Débizet livre en réalité conseils et formations anti-marxistes à la garde rapproché de Bongo. Si le SDES dispose sur place de son chef de poste, le commandant Pierre de Laoussaye, c'est Letteron qui organise la base Libreville, réceptionne les armes venues de France, les fait transborder sur des avions affrétés, dans un premier temps, par la compagnie aérienne Transgabon de Jean-Claude Brouillet. Plus tard, afin de couper court aux exigences financières de Brouillet, jugée déraisonnable, la base Libreville louera directement des avions à la compagnie du très aventureux rhodésien Jacques Maloche et se procurera ses propres moyens de transport. C'est que l'argent ne manque pas, une noria s'installe. Dans les vols de nuit, les boîtes de lait et les médicaments voyagent, avec les armes et les caisses de munitions. Philippe Letteron a créé de toutes pièces une société ad hoc, la SOGECI, qui ne sert qu'à cette opération. Les fonds nécessaires sont livrés en liquide par Félix Houphouët-Boigny. Le président ivoirien se fera ensuite rembourser par Paris. Les hommes qui font fonctionner la base sont des mercenaires anciens du SDES ou de l'armée française, passés le plus souvent par la sécession katangaise ou par la Rhodésie. Les armes s'achètent partout sur les marchés parallèles et sont parfois difficiles à trouver. Lisbonne est une plaque tournante commode. Le dictateur portugais Antonio de Oliveira Salazar n'a rien à refuser à ses amis sud-africains avec lesquels Jean Morichaud Beaupré alias Mathurin assure les liaisons. Le fameux Bob Denard, à peine sorti du guêpier katangais où il servait les intérêts français, est bien sûr de la partie. Il est d'une efficacité sans pareille pour acheter, en passant par de discrets comptes bancaires à Genève, du matériel militaire en Tchécoslovaquie et le convoyer ensuite par bateau vers la côte africaine, d'où il repart jusqu'à Libreville, destination le Biafra. Omar Bongo et Félix Houphouët-Boigny recourent donc à un subterfuge qui sera utilisé par la France dans d'autres occasions. Ils livrent à la rébellion biafraise des armes pas toujours en très bon état, extraites des stocks de leur propre armée que Paris se charge de remplacer, rarement par du premier choix. Pierre Mesmer ne fait pas mystère que ce n'était pas du matériel très neuf, on n'a pas vidé les réserves. J'ai donné à Houphouët un escadron de chars AMX-13 complètement dévalués, des chars qui ne valaient plus rien. Durant l'année 1969, il faudra envoyer un super Constellation jusqu'en Israël, où le premier ministre Golda Meir accepte de fournir des canons anti-chars introuvables ailleurs. Elle postera ensuite sa facture à la grande surprise des Français qui croyaient pouvoir compter sur la solidarité israélienne. Mais la base Libreville n'est pas toujours expérimentée. À une commande d'obus par les Biafrais, elle répondra en livrant des obus, sans imaginer qu'il faut aussi de la poudre pour les propulser. Celle-ci arrivera bien plus tard. Cette inexpérience peut surprendre, mais il faut dire que les experts militaires du SDES sont tenus à l'écart. Le général de Gaulle n'a pas oublié l'affaire Ben Barka, et entend que le soutien aux rebelles n'apparaisse pas au grand jour. Or, il considère que le service français dirigé à cette époque par Eugène Guibault n'est pas en mesure de garder le secret. Il ne sera donc associé que de manière auxiliaire. La section Afrique de Maurice Robert enverra auprès du colonel Odioukou une mission de 4 hommes commandés par le colonel Louis de Rouvroy de Saint-Simon pour évaluer les besoins biafrais. Des hommes du service Action participeront également à des missions de convoyage d'armes, ceux-ci étant assurés par des vols nocturnes d'avions déchargeant leur cargaison sur les rares pistes biafraises demeurées en état ou sur des routes. Les combats sont épouvantables. L'aviation nigériane, seule dans le ciel, avant que les Biafrais finissent par
par récupérer quelques avions Saab organisés en escadrille par le pilote suédois Carl Gustav von Rosen, provoque des massacres sur les routes pleines de réfugiés. Des deux côtés, on embauche des mercenaires. Les Biafrais, on l'a vu, ont eu recours à Rolf Steiner qui arriva à la tête de 150 hommes, rapidement dispersés. Von Rosen a pour sa part été recruté par Caritas, une organisation humanitaire dépendant du Vatican. Il faut rappeler que les milieux chrétiens auxquels appartient Jean Morichaud Beaupré considèrent souvent la guerre du Biafra comme une guerre de religion, ce qui est inexact. Ils aident donc les Ibo chrétiens de bon cœur. Omar Bongo ne manquera pas d'ailleurs d'aller s'assurer en personne du soutien du pape Paul VI en novembre 1968. Côté fédéral, les MiG russes sont pilotés par des Égyptiens et le soutien français est compensé à Lagos par le soutien actif des services secrets britanniques. Après des succès initiaux, le sort des armes est rapidement défavorable aux Biafrais de Djoku. Les villes d'Enugu, la capitale provisoire du Biafra, puis de Calabar, passent rapidement aux mains du général Gowon. Quand Onitsha, puis Port Harcourt tombe en mai 1968, le Biafra est totalement encerclé. Mais à Paris, on a d'autres soucis en tête. Ce sont les médias qui alertent l'opinion publique. Bien des acteurs aident à populariser le conflit biafrais en France. Le journaliste du Figaro, Jean-François Chauvel, sera ainsi à l'origine de la prise de conscience de ce nouveau drame africain, tout en étant un proche de l'équipe Foccart, qu'il informe régulièrement de ses contacts. Dès le départ de cette guerre, le sort des populations civiles du Biafra va fortement émouvoir les Français, davantage que n'importe quel autre peuple. Activé par la cellule Foccart et l'Élysée, l'ORTF ne lésine pas sur les reportages. Le photographe Gilles Caron, de l'agence Gamma, est parti au Biafra pour plusieurs reportages coupés par un séjour à Paris où il couvre les événements de mai 68. Ces photographies pour Paris Match provoqueront une émotion considérable et seront largement utilisées par la très active propagande biafraise, organisée depuis Genève par la société Marc Press. Au Gabon, l'équipe de Jacques Foccart aide de son côté les journalistes à se rendre au Biafra. Les journalistes, expliquera-t-il dans ses mémoires, ont découvert la grande misère des Biafrais. C'est un bon sujet. L'opinion s'émeut et le public en demande plus. Nous facilitons bien sûr le transport des reporters et des équipes de télévision par des avions militaires jusqu'à Libreville et de là par les réseaux qui desservent le Biafra. La SDES jouera également un rôle important dans la popularisation du conflit. Maurice Robert, à l'époque chargé de l'Afrique à la caserne Mortier, rappelle l'exacte vérité, à savoir que l'emploi du terme de génocide qui sera utilisé à propos du Biafra a été lancé par les services. Nous voulions un mot choc pour sensibiliser l'opinion. Nous aurions pu retenir celui de massacre ou d'écrasement, mais génocide nous a paru plus parlant. Nous avons communiqué à la presse des renseignements précis sur les pertes biafraises et avons fait en sorte qu'elles reprennent rapidement l'expression génocide. S'il est un point sur lequel les observateurs, y compris l'ONU, s'accordent depuis lors, c'est bien que ce terme ne reflète pas la réalité. Boucherie ou hécatombe, certes, mais génocide, non. La fin de l'année 1969 n'annonce rien de bon. Au plan militaire, la situation des Biafrais déjà fort compromise devient désespérée. S'agit-il pour autant d'interrompre le soutien ? Pas du tout. Fin septembre 1969, Foccart négocie encore avec Marcel Chassigny, fondateur et PDG de la firme d'armement Matra, d'éventuelles livraisons au Biafra. Les derniers jours de l'année sont occupés pour l'Élysée et l'équipe Foccart, qui travaille à obtenir que l'ORTF monte une grande soirée de soutien au Biafra avec appel à la générosité du public. La télévision est assez réticente, aussi faut-il que l'Élysée insiste. Mais les dés sont jetés et le sort du Biafra est scellé. Le 11 janvier 1970, le colonel Odumegwu Ojukwu part pour un long exil chez le fidèle Félix Houphouët-Boigny. Le 14, la capitulation est signée. Une nouvelle aventure africaine de la 5e République en Afrique s'achève en fiasco. Ce ne sera pas la dernière.